Bonjour, bon aujourd'hui vidéo qui m'a été plus ou moins demandée, que j'avais plus ou moins projet de faire, qui va un peu parler de ma vie. Donc ça va pas être la vidéo la plus où je vais être le plus à l'aise, notamment la première partie. Mais de quoi je vais parler? De comment est-ce que j'étais avant de me savoir au potentiel, de comment s'est passé le fait de ma détection, on va appeler ça comme ça, comment je l'ai su, à quel âge, le QI, comment tout s'est passé, et l'après au potentiel, donc comment est-ce que j'ai vécu cette nouvelle-là, comment est-ce que je l'ai gérée pendant plusieurs années, spoil, pas très bien, mais on en reparle, et comment est-ce que j'en suis arrivé jusqu'à là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire j'en ai un peu plus rien à foutre de me savoir au potentiel, je le suis, bon voilà, je suis plutôt heureux avec ça et j'ai accepté mes fonctionnements, bref, dans les grandes lignes. Donc, je mettrai, comme d'habitude, soit dans les commentaires, soit en premier commentaire épinglé, les timestamps. Donc, en d'autres termes, s'il y a une partie qui vous intéresse pas, vous allez directement à une autre, et c'est tout à fait OK. Donc, allons-y. Introduction bien trop longue. Ah oui, non, d'ailleurs. Point important, tout ce que je vais dire n'engage bien évidemment que moi, c'est moi, mon vécu, et comme moi j'ai vécu les choses, bah, d'autres personnes ne vivront pas les choses de la même manière parce qu'il y a une question d'éducation, il y a une question de tempérament de base, il y a une question de à quel âge vous découvrez telle ou telle chose, et il y a aussi une question des opportunités que vous avez eues, que vous avez ou non. Bref, nuance importante. Donc allons-y. Avant de me savoir au potentiel, donc on va partir de mes 0 à 15 ans, et plus particulièrement de mes 0, on va dire, à 10 ans. J'étais un gamin que je notais comme rêveur, perché, trop mature pour son âge. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est mes parents et les professeurs que j'avais pour l'époque. Et petite anecdote à ce sujet, c'est que je crois j'ai failli sauter ma classe de CP si je me trompe pas, parce que je parlais de sujets qui dépassaient les gens et qui faisaient un peu flipper les autres, bon notamment de la mort, oui déjà à je crois 6-7 ans je parlais déjà de ça et je cassais plus ou moins les couilles aux professeurs qui ne savaient pas me gérer à ce niveau-là, donc ils ont voulu me faire sauter une classe. Mes parents ont toujours refusé parce que comment il va faire pour s'intégrer, comment est-ce qu'il va faire et il va plus avoir les mêmes amis, il va plus avoir les repères, ce qui est un raisonnement louable, mais quand on voit ce qui a été par la suite mon insertion sociale, je pense qu'il aurait mieux fallu me faire sauter une classe parce que dans tous les cas ça aurait été chaotique, dans tous les cas j'aurais été vu comme un mec perché, bref, longue histoire, mais c'est un petit peu avec la rétrospective que j'ai des choses. Donc mature. Euh, je mettais souvent, tout le temps, souvent, les pieds dans le plat. Donc en d'autres termes, un côté insolent, alors que c'était pas le but, c'est juste que c'était moi, et provocateur. Et c'est très marrant de voir ça, parce que j'ai l'impression que tout ce que je vous ai mentionné là, déjà me décrit assez bien, mais c'est amplifié avec les années, et ça s'est amplifié notamment parce que j'ai appris à l'accepter, j'ai appris à en faire des forces, et surtout, et aussi parce que je sais totalement devenu assumé. Mais bref, on va pas s'embêler là-dessus. Donc ça, c'était pendant ma jeunesse. Socialement, ça se passait. Je sais pas si ça se passait bien, mais ça se passait. Puis arrive l'âge, on va dire, de 10 ans, 12 ans, je sais pas, on va appeler ça la préadolescence, l'adolescence qui a été pour moi un état catastrophique. Alors déjà que l'adolescence, je pense pas que c'est facile pour personne, mais alors moi, euh, je pense que la meilleure image que je peux vous donner, c'est un trou noir. Vraiment, je vois cette période comme un trou noir. Totalement perdu, pas de repères avec moi-même, la confiance, j'en parle pas, naissance d'une timidité maladive, naissance d'une anxiété maladive que j'ai résolue par la suite, les intérêts qui n'étaient pas du tout les mêmes que les autres, là où tu avais par exemple à peu près à cet âge les hommes qui commencent à s'intéresser aux femmes, tout ça, moi j'en avais littéralement rien à foutre et c'est peut-être aussi l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui je suis détaché aussi de cette sphère-là, en tout cas plus que la plupart des hommes, j'ai l'impression. C'est un truc qui me dépasse et qui me dépassera toujours. Non pas que je n'ai pas du désir, non pas que je n'aurais pas l'envie potentiellement de créer un couple, mais c'est vraiment un truc qui me dépasse. Je trouve ça lunaire, comme je le dis souvent, et ce raisonnement dépasse aussi les autres en face de moi. Bref, on reparlera peut-être de ça après sur un autre aspect que j'ai envie de mentionner. Mais bref, l'adolescence catastrophique. Y compris socialement, où il y avait beaucoup de moqueries à mon égard. Alors je ne sais pas si on peut parler d'harcèlement, est-ce que la moquerie fait partie de l'harcèlement? Probablement. Mais il y avait beaucoup de moqueries que j'arrivais pas à bien vivre.
j'avais pas conscience de mon hypersensibilité, donc j'avais pas conscience que ce que je vivais était normal dans un certain sens, mais aussi avait besoin d'être mieux géré. Parce que je pense que l'hypersensibilité doit être gérée et contrôlée. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens, pour vous caresser dans le sens du poil, ils vont vous dire non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Moi je pense que c'est du bullshit de ma propre expérience. Encore une fois, rappelez-vous le disclaimer que j'ai dit au début. Je pense que tout ce que je vous dis n'engage que moi. Encore une fois, tout est à nuancer, mais c'est que mon point de vue. On en fera une ou plusieurs vidéos de pourquoi je pense cela. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, à mes 15 ans, arrive le stade où on a la conseillère d'orientation. Vous allez voir, ça va avoir son importance. Et là, on a les premiers entretiens. Moi, à 15 ans, je n'ai qu'une envie, c'est aller dans le monde professionnel parce que je pense, d'une manière idéaliste, que le monde professionnel est plus mature, que je vais me confronter à des adultes et que la bêtise des adolescents, je vais échapper ça. Bon, je pense que si vous êtes dans le monde professionnel, vous comprenez très vite que c'est une idéalisation de ma part et qu'il y a peut-être encore plus de bêtises et de gens bêtes et d'immaturité dans le monde professionnel que dans le monde, on va dire, scolaire de l'adolescence. Mais bref, c'était comme ça à l'époque. Je voulais quitter le système scolaire parce que c'était un système qui m'a détruit. Et je pèse mes mots, le système scolaire était à l'époque un système qui m'a détruit et ne m'a quasiment rien apporté. Quand je vois avec du recul, juste pour donner une petite parenthèse, je vais en faire 70 000 dans cette vidéo, mais on nous apprend jamais vraiment à apprendre à l'école. On dit tu vas apprendre et ferme ta gueule. Mais quand vous vous intéressez au monde de l'apprentissage, et il n'y a pas besoin d'aller creuser loin, vous comprenez qu'il y a des façons d'apprendre qui sont plus pédagogiques. Vous comprenez que apprendre 8 heures par jour, c'est pas sain pour le cerveau et que ça n'est pas réaliste. Vous comprenez qu'il y a des techniques de mémorisation qui vous font mémoriser en 1 heure de temps ce que vous avez peut-être mémorisé en 1 mois ou peut-être même jamais. Bref, c'est juste pour faire comprendre que le système scolaire, sur certains aspects, est une vaste blague et qu'on apprend parfois mieux en autodidactie que dans ce système-là. Mais ça aussi, c'est une vidéo que je vais faire pour expliquer certains principes et pourquoi le haut potentiel, plus que certains profils, est de mon point de vue condamné à devoir apprendre seul et à apprendre mieux seul. Mais encore une fois, parenthèse. Donc, 15 ans, conseillère d'orientation, je veux quitter le système scolaire parce que c'est de la merde, parce que je me sens pas bien dans ce système. Là, je tombe sur des profs et une conseillère d'orientation, ils me disent tous et toutes la même chose. Monsieur, vous avez le potentiel à aller plus loin. On vous invite très fortement à continuer et à ne pas faire un métier dans le bâtiment parce que, sous-entendu, les métiers dans le bâtiment, c'est de la merde. Bref, la fameuse magie du système scolaire qui ne pousse pas les gens, quand c'est légitime, quand ils le veulent, aller vers les systèmes manuels, alors que je vous assure qu'il y a des gens dans les métiers manuels sont beaucoup plus intelligents que certains ingénieurs ou que quoi d'autre. C'est juste une forme d'intelligence qui est différente. Donc voilà, moi j'en fais que ma tête, et là ma conseillère d'orientation me prend dans un coin et me dit, écoutez, je ne sais pas si ça vous dirait, mais j'aimerais bien vous prendre dans mon bureau pendant 1 an. On va faire un suivi, vous et moi. Moi, à l'époque, je suis perdu. Je dis oui. Je ne sais même pas pourquoi je dis oui. Hop. Et pendant ces 1 an, ça, je le remarque après, quand elle me le dit, mais c'est plus ou moins un suivi psychologique. Elle me fait passer de nombreux tests. Elle me fait parler. Et c'est la première fois depuis quelques années que je me sens valorisé et que je me sens, comment dire ça, stimulé mentalement, parce qu'avec cette personne, on parlait de choses dont j'avais pas forcément l'occasion de parler. Par exemple, de géopolitique, par exemple, de tout ce qui se passait dans le monde, de la vie, de concepts qui peuvent être plus ou moins abstraits. Donc, moi, je me sens vivant dans cette chose-là. Et à la fin du test, et à la fin de ces 1 an, qui était prise à sa charge, gratuit, tout ça, elle me fait passer des tests que après j'ai su être des tests de QI. Alors, elle me fait passer le test qui est pour les enfants adolescents, mais elle me fait aussi passer le test qui est pour les adultes, parce que j'avais 15-16 ans et qu'elle voulait tester les 2 approches là. Le résultat du test est que
Officiellement, je ne suis pas au potentiel. Vous allez voir pourquoi c'est important. Officiellement, j'ai pas 130 de QI. Alors, sur le test adulte, je n'ai pas 130 de QI. Sur l'autre, je dois avoir 145, mais elle me dit que c'est pas fiable dans mon cas, etc., etc. Et elle me dit aussi que dans le test de QI adulte que j'ai fait, j'ai 112 de QI, que officiellement, il faut 2 écarts type, donc 130, et que voilà. Mais elle m'explique de comment est-ce qu'un test de QI marche, de comment est-ce que le chiffre marche, et elle m'explique aussi que ce qui doit prévaloir, selon elle, ça doit être tout le suivi global. En d'autres termes, si vous faites un test de QI pour faire un test de QI, ça ne vaut rien comparé à un suivi global. Limite, vaut mieux faire un suivi global qu'un test de QI. Et je pense qu'elle a raison d'une certaine manière, pour diverses raisons. Et elle m'explique que, bon écoutez, monsieur Giraud, vous avez une dysynchronie. Donc une dysynchronie dans un test de QI, c'est que vous explosez les scores dans une catégorie et que vous êtes à la ramasse, vous vous êtes à chier dans une autre catégorie. Et c'est exactement ce qui se passait dans mon test de QI. Alors je me rappelle plus exactement des catégories, mais il y avait une catégorie qui est langage, qui est liée à faire des liens entre différents mots en différentes catégories, où là j'avais eu des 18, des 19, des 20, ce qui était exploser le score, et d'autres trucs qui étaient plus liés à savoir se repérer dans l'espace ou à placer des formes, je me rappelle plus exactement, où là j'avais eu des 3, des 4, des 5. Et elle m'explique, écoutez, monsieur Giraud, ça c'est très symptomatique de certains types de hauts potentiels, notamment les hauts potentiels qu'on va considérer comme des HPE. Et elle me dit, il y a plein de facteurs qui joue sur votre test de QI, et notamment il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a votre profil, est-ce que vous avez un TDAH ou non, est-ce que vous êtes propice à l'ennui, tout ça. Parce qu'un test de QI, ça dure au moins 1 heure de mes souvenirs. Je crois je crois que c'était au moins ça. Bref, blabla, blabla, blabla. Et mais elle me dit à la fin du test, de tout ça, elle me dit, écoutez, moi j'ai aucun doute avec les 1 an que j'ai fait avec vous, que vous êtes au potentiel, que vous êtes, je cite ces mots, hein, c'est pas mon arrogance, vous êtes spécial. Bon, là vous pouvez penser que ça va nourrir mon ego pour les prochaines années et que je vais super bien le vivre. Petit spoil en avance, pas du tout, ça m'a juste laminé. Mais on en reparle. Donc voilà, je rentre chez moi et moi je prends pas ça au sérieux en fait. Il faut comprendre qu'à cette époque je suis perdu dans ma vie et que moi au potentiel, non, pas possible, allez vous faire foutre, voilà. Donc je rentre chez moi, je l'annonce plus ou moins à mes parents aussi en rient, donc ce qui n'a pas aidé. Mes parents ne sont pas méchants, ils ont juste été maladroits à cette époque-là, hein. C'était aussi à remettre dans son contexte. Donc voilà, hop, je rentre dans ma chambre, puis c'est quelque chose que j'oublie plus ou moins pendant 1 ou 2 ans. Vraiment, mon corps, mon esprit a fait un rejet catégorique de ça. Donc pendant 1 ou 2 ans, on va dire que je gère comme à mon habitude, puis 1 ou 2 ans après, toujours dans mon mal-être, il se passe un truc, c'est que je commence à me remettre là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui a initié ça. Moi, je pense que c'est le destin qui voulait que j'ai ce parcours-là. Après, on ne croit pas tous aux mêmes choses. Et je commence à aller sur des chaînes YouTube, comme beaucoup d'entre vous. Je commence à suivre des livres plus ou moins universitaires ou plus ou moins vulgarisés. On a plus ou moins dû lire les mêmes livres, vous et moi. Je pense que j'en ai lu au moins une dizaine, une vingtaine. Et pour ce qui est des vidéos YouTube, j'ai au moins dû en suivre 500, au moins. Vraiment, ça devenait une obsession, et notamment une chaîne YouTube qui existe toujours, qui s'appelle Psy à la maison, quelque chose comme ça. Vous allez voir, elle fait beaucoup de vidéos sur le potentiel hypersensible et sur la perversion narcissique. Ce qui est, moi, un truc que je ne fais pas de vidéo pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Et ça devient obsessif, vraiment. Mais il y a une partie de moi qui n'arrive pas à accepter cette idée-là, que je suis au potentiel. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a une autre partie de moi qui sait qu'au fond de lui, il est au potentiel. Vraiment, il y a un conflit entre deux parties de moi-même. Et ce conflit-là, il dure plusieurs années en fait. Ça dure 5-6 ans, je pense au minima. Pendant 5-6 ans, je suis dans un conflit intérieur avec moi-même qui est usant. D'un côté, je suis des vidéos de ça parce que je me reconnais énormément, mais de l'autre côté, il y a une partie de moi qui ne veut pas le reconnaître, qui n'a pas l'estime pour le reconnaître aussi, qui n'a pas le bagage pour le reconnaître. Donc, voilà. Et au fur et à mesure, c'est des choses qui s'acceptent jusqu'à un jour. Je me souviens, j'avais un ami à l'époque et je lui dis, en fait, ouais, je suis au potentiel.
Et c'est ce jour-là où, en fait, je pense que je m'accepte véritablement comme haut potentiel. Et sur le coup, ça change peut-être pas grand-chose dans ma vie. Bon, je suis toujours perdu dans ma vie à cette époque-là. Puis, de fil en aiguille, je pense que c'est la bonne expression. Ah oui, non. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que durant cette période-là, j'étais très mal dans ma peau, comme je vous ai dit, mais aussi j'ai usé de drogue. Et je sais ce que je vais dire ne va pas être conventionnel, mais la drogue m'a beaucoup aidé. Alors, je ne vous incite pas à consommer de la drogue, je vous donne juste mon vécu qui n'engage que moi. La drogue, notamment certains types de drogue, est utilisée d'une certaine façon encadrée, à ma manière, m'a beaucoup aidé à mieux me vivre. Voilà, je le dis, c'est un truc qui n'est pas conventionnel, mais c'est mon vécu et je ne peux pas enlever cette partie-là de mon vécu parce qu'elle a fait partie de mon vécu. Donc maintenant, ne venez pas me dire que je vous incite à prendre de la drogue, ne venez pas me faire dire que je vous fais dire que la drogue c'est bien. Je vous dis juste que j'ai eu beaucoup de chance, que la drogue pour moi ait bien marché et d'être bien encadré déjà avec moi, d'avoir des limites très claires et très saines, mais aussi d'avoir des personnes dans mon entourage qui avaient déjà eu un vécu avec ça et qui ont su m'encadrer pour pas que je déraille. Je pense que c'est important à mentionner. Donc, drogue. J'étais aussi addict aux jeux vidéo. Donc, je passais toute ma vie aux jeux vidéo. J'étais addict à mon instabilité émotionnelle parce que je pense que l'instabilité émotionnelle, quand on ne connaît que ça depuis toujours, on en devient addict, on normalise ça alors que c'est pas normal d'être instable émotionnel et ça n'a absolument rien à voir avec le haut potentiel ou ça n'a absolument rien à voir avec l'hypersensibilité. Je ne dis pas que l'hypersensibilité peut pas jouer là-dedans, loin de là, mais en tout cas ça n'a rien à voir être hypersensible et être instable émotionnellement. Et c'est aussi une période à mes 22 ans où j'ai fait un burn-out parce que je pense que j'étais dans les griffes d'un pervers narcissique. Mais, encore une fois, je ne peux pas le prouver, j'ai pas de preuves, donc on va partir du principe que cette personne n'était pas pervers narcissique, mais que c'était juste une personne toxique, comme il en existe beaucoup. Je pense que c'est plus simple de voir les choses comme ça. Donc ça m'a fait péter un plomb et j'ai fait mon burn-out. Et c'est à partir de ce burn-out, à mes 22 ans, que j'ai commencé à entamer une dynamique de développement personnel. Et fait marrant, cette dynamique de développement personnel ou ce burn-out est intervenu juste avant le Covid. Pour moi, c'est un signe du destin en fait. Je l'interprète comme ça. Mon burn-out est intervenu, voilà, comme je l'ai dit juste avant le Covid. Phase de transition pour moi, mais phase de transition aussi, je pense, pour le monde d'une certaine manière. Et mon premier livre a été L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors, Paolo Coelho. Je sais que ça parlera à certaines personnes, mais quand vous comprenez l'histoire du livre, j'ai grandement l'impression que ça ressemble un peu, d'une certaine manière, à l'histoire que je suis en train de vivre actuellement. Donc, il y a quelque chose de très métaphorique, il y a quelque chose de l'ordre du dessin. Ça a été le premier livre que j'ai lu en tant que tel de développement personnel. Je mets entre guillemets parce que c'est pas tout le temps considéré comme ça. Et à l'époque, je ne savais pas ce que je foutais. Je savais juste que je voulais me remettre à lire, je voulais sortir un peu du pétrin. Et encore une fois, comme je vous le dis, je pense que j'ai été guidé par le divin, par Dieu, par le destin. Parce que tout ce qui s'est enchaîné derrière ont été quasiment que des bons choix dans ma vie. Vraiment, quand je regarde ma vie, je me dis, putain, j'ai eu une chance de me bouger le cul. Et sans en avoir conscience ou sans avoir envie de mettre en place cette dynamique. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre, un esprit, on va appeler ça. Vraiment, je ne crois pas nécessairement aux esprits, mais pourquoi pas, qui venait et qui m'a guidé jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui. Encore une fois, je sais que ça peut paraître perché, mais je vous donne que comment moi je ressens les choses. Et encore une fois, ce que l'on ressent n'est pas forcément toujours la réalité. C'est notre réalité, mais c'est pas forcément la réalité. Donc, là, j'ai commencé à avoir une acceptation progressive. J'ai commencé à faire des efforts sociaux. En fait, les efforts sociaux avaient un peu commencé plus tôt avec un ami que j'avais rencontré, mais j'ai continué à faire ces efforts sociaux. D'ailleurs, ces efforts sociaux m'ont permis de me sentir plus à l'aise socialement, donc de détruire mon anxiété sociale et de détruire
à 90% ma timidité. Je pense que j'ai toujours une part de timidité avec les femmes. Peut-être comme la plupart des gens, j'ai envie de dire, mais elle est beaucoup moins. Aujourd'hui, je peux avoir une discussion par exemple avec une femme, je peux regarder dans les yeux, je peux faire des vannes, je peux me sentir à l'aise, mais il va toujours y avoir quand même une part de moi qui est pudique et qui est timide, et c'est quelque chose qui est assumé, et c'est pas quelque chose que je veux nécessairement changer en réalité. Je me sens à l'aise avec cette part-là et j'ai pas envie de la changer. J'ai des trucs, comme je vous l'ai dit, mon anxiété sociale. Ce que j'entends par anxiété sociale, pour faire un lien, c'est aller dans un bar et se sentir mal à l'aise, trembler et pouvoir jusqu'à aller tomber dans les pommes. Je l'ai peut-être dit dans plusieurs vidéos, mais je pouvais vraiment trembler, j'étais pas à l'aise. Donc voilà. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise socialement. Voilà, je peux créer des relations. C'est juste que pour maintenir ces relations, c'est très compliqué parce que je n'en ressens pas le besoin et parce que l'énergie et le temps que ça prend, c'est quelque chose qui me casse les couilles. Je vais pas vous le dire autrement. J'ai beaucoup de difficultés sociales à ce niveau-là. Mais je me sens plus à l'aise. Maintenant, le fait de me forcer socialement a aussi eu, je pense, un coût. Et c'est quelque chose que l'on dit peut-être pas assez. Alors oui, ça m'a apporté, mais oui, d'un autre côté, ça m'a fait comprendre une chose, c'est que la sociabilité, ou en tout cas un niveau de social même minimal, n'est pas fait pour moi. Alors encore une fois, ça peut être lunaire pour ce que je dis selon votre tempérament. Si vous êtes extraverti, ce que je vous dis va vous paraître totalement lunaire. Si vous êtes très 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 solitaire, ça va plus vous parler. Mais aujourd'hui, parce que j'ai acquis un niveau d'aisance sociale, je ne ressens plus le besoin de sociabiliser. C'est un truc qui n'est pas moi. Et c'est un truc qui pouvait se retrouver dans mon plus jeune moi, où j'étais très solitaire dès le plus jeune âge. Comme quoi, je pense que ce qui était nous jeunes se retrouve tôt ou tard. Mais est-ce que j'ai pas fait une digression un peu trop imposante? Si, probablement. Et permettez-moi de boire parce que j'ai la gorge sèche et que je n'arrive plus à parler. Donc voilà, dynamique d'effort social. Grosse dynamique de développement personnel. Comme je vous l'ai dit, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, une obsession de vie. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour mon développement personnel. Peut-être que j'en ai fait des vidéos, peut-être que j'en ai déjà parlé, peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, mais vraiment, de l'ordre du sacrifice. Beaucoup de formations, beaucoup de livres lus, je pense au moins 250 en quelques années. J'ai vraiment ratissé très large, beaucoup de vidéos, beaucoup de chaînes YouTube, bref. Mais tout ça m'a aidé à m'améliorer, à devenir une meilleure personne. Je ne parlerai pas de meilleure version de moi-même parce que je pense que c'est bullshit. On n'est jamais la meilleure version de soi-même et c'est pas plus mal comme ça. Mais ça m'a permis de m'améliorer, de mieux gérer mon stress, de mieux comprendre mes émotions, d'avoir une meilleure intelligence émotionnelle, d'être plus à l'écoute des autres, de moi-même. Ça m'a permis de mieux gérer ma persévérance, de tenir dans le temps, de mieux gérer ma procrastination. Parce que je vais être très direct avec vous. Encore une fois, peut-être que l'hypersensibilité ou le haut potentiel peuvent jouer d'une certaine manière dans différents aspects. Mais la plupart du temps, les gens qui ont des problèmes de procrastination, des gens qui ont des problèmes d'intelligence émotionnelle, ça n'a rien à voir avec votre hypersensibilité, c'est juste que vous n'avez pas appris à la gérer. C'est tout, en fait. Mais c'est juste que c'est admis dans la niche de l'hypersensibilité que si tu as tel problème, alors c'est à cause de ton hypersensibilité. Excusez-moi, mais moi je pense que c'est du bullshit et je pense que ça ne fait que créer des problèmes ou alors ça vous fait croire que le problème est votre hypersensibilité alors que non et par conséquent vous allez consommer des accompagnements etc. et qu'il y a une grosse fibre marketing. Mais moi voilà, encore une fois, je prends le pied de travers. Comme à mon habitude, je mets un coup de pied dans la fourmilière. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y a des gens que ça va toucher. Il y a des gens, ils vont avoir mal à l'ego. Mais c'est comme ça, encore une fois, j'ai peut-être pas la vérité absolue. Donc, parcours de développement personnel, beaucoup d'accompagnement, comme je vous en avais raconté. J'ai fait à peu près 70 séances d'hypnose. Ça a changé ma vie. Je ne pourrais que vous recommander de vous faire accompagner. Alors moi, ça a été l'hypnose, mais je pense qu'on devrait tous et toutes se faire accompagner, peu importe comment. Pas peu importe avec qui, parce que le qui est très important, mais je pense que tout être humain sur cette terre devrait se faire accompagner et que le monde s'en porterait beaucoup mieux à tous les niveaux. D'ailleurs, vous voyez, pour l'instant, j'ai décidé de ne plus me faire accompagner pendant quelques mois. Aussi, il y a une raison financière, on va pas se mentir. Mais je sais que quand je vais retrouver cette situation financière,
donc d'ici quelques semaines, je me ferai accompagner par un psy. Alors, je j'ai pas de problème psy, je suis plutôt heureux dans ma vie, mais je pense que ça fait partie de l'hygiène de vie et de l'hygiène mentale. On parle souvent d'hygiène physique, va faire du sport, va faire ci, mais je pense que l'hygiène mentale aussi n'est pas à oublier. Alors l'hygiène mentale, c'est apprendre en continu, mais c'est aussi peut-être parfois se faire accompagner par un psy pour qu'il puisse vous faire voir qu'il y a des choses qui ne sont peut-être erronées dans votre façon de penser, bref, etc., etc. Donc beaucoup d'accompagnement et jusqu'à arriver là, il y a quelques années, où j'ai trouvé des passions à force de tester et où j'ai développé mes passions et où ces passions, j'ai envie de vous dire, me suffisent à elles-mêmes, quasiment. Je peux passer des heures dessus, je me sens heureux, je développe ma confiance, en tout cas je la surdéveloppe par ce biais-là, et ça crée un effet cumulé. Un effet cumulé, c'est que vous partez de petites actions au départ, et puis ça vous mène, tôt ou tard, à de grandes choses. Alors, grandes choses, tout est relatif, mais ça vous mène à d'autres choses. On pourrait aussi mélanger ça à l'effet ricochet. L'effet ricochet, c'est vous allez mettre en place une action anodine, mais cette action anodine va faire plein de ricochets dans vos sphères de vie et va avoir des impacts à long terme. Je peux vous donner deux exemples. Un exemple, c'est, imaginons à l'école, au collège, on se moque de vous parce que vous parlez très mal anglais. Ou alors un professeur vous dit, tu ne seras jamais capable de parler anglais, tu fais aucun effort. Eh bien, cet acte-là, cette action anodine dans votre passé, plus tard, il peut vous amener à vous dire, tiens, pour prouver aux autres et pour me prouver à moi-même, eh ben, je vais devenir polyglotte dans ma vie. Je vais non pas apprendre une langue, mais je vais apprendre 4 langues. Et comme ça, je vais faire taire tout le monde. Je vous dis ça parce que c'est mon vécu et je suis dans un concours de bite avec moi-même. Mais il est sain, ce concours de bite. Et par conséquent, vous allez apprendre vos 4 langues et peut-être, je sais pas, vous allez apprendre l'italien. Je sais pas, je prends un truc au hasard, encore une fois. Et vous allez aller en Italie. Vous allez vivre en Italie, vous allez aimer cette culture, vous allez être heureux. Et un jour, vous allez rencontrer une femme, une italienne. Et vous allez faire des enfants, vous allez être heureux et vous allez mourir en paix. Une action anodine, le fait d'être moqué plus jeune, va créer le fait que derrière, ça va vous amener à avoir tout un tas d'actions qui vont vous mener à avoir heureux, à avoir un couple heureux. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va m'arriver, mais je dis que c'est des choses qui peuvent arriver. Et tout ça, en fait, c'est l'histoire de la vie, hein, plus ou moins, de mon point de vue. Donc, je ne sais même pas pourquoi je suis parti dans cette direction, mais je sais que oui, voilà. Donc, voilà. Mon histoire m'a mené à aussi être, aujourd'hui, être heureux. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus trop de problèmes dans ma vie. Alors, je ne dirais pas que j'en ai plus, mais je dirais que j'en ai plus trop. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ma vie se joue en mode facile. À mon niveau, encore une fois, hein, dans le sens où tous les jours j'ai le sourire, tous les jours la vie sociale est facile, non pas que j'ai envie d'avoir une vie sociale, mais c'est facile. Je suis à l'aise avec moi-même, je suis à l'aise devant une caméra, je suis à l'aise pour me vivre comme je suis et non pas jouer des jeux. Par exemple, je suis quelqu'un, souvent je vais être spontané, je vais être vulgaire, je sais que ça plaît pas à tout le monde. J'ai la flemme de jouer un rôle, j'ai la flemme de jouer un jeu. Je suis arrivé à un stade où j'ai mis à néant certains conditionnements. J'en ai toujours et ça va me permettre de travailler sur moi continuellement. Je suis quelqu'un qui a travaillé sa pensée critique, donc j'arrive à sortir du moule pour avoir ma propre pensée. Encore une fois, j'admets qu'elle n'est pas tout le temps juste, mais j'ai cette honnêteté intellectuelle de l'admettre. J'ai mes prises de position qui sont très tranchées et je les assume avec moi-même, mais aussi avec les autres. Je pense que tout ça fait partie d'un parcours de développement personnel et si je vous en parle, c'est parce que beaucoup de hauts potentiels n'arrivent pas à assumer qui ils sont, n'arrivent pas à assumer leurs pensées, n'arrivent pas à assumer le fait qu'ils sont parfois bizarres. Et quand je dis bizarre, je ne le dis pas négativement, hein. Je vous le dis voilà, comme ça, avec beaucoup de sourire, avec bienveillance. Bref, j'ai réussi à développer plein de compétences, qu'elles soient techniques ou internes. Et je pense que ça fait aussi partie du chemin. C'est un chemin que je souhaite à tous et à tous. Et je pense que si moi j'y suis arrivé, bah en fait, pourquoi pas vous? En vrai, est-ce qu'il y a une loi de l'univers qui dit que vous êtes maudit?
Non, il n'y a aucune loi de l'univers, hein, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une loi de l'univers qui dit que pour vous, c'est impossible? Non. Alors peut-être que votre parcours ne sera pas le même que le mien. Moi, je pense que j'ai eu une certaine chance dans mon parcours. Voilà, je sais encore une fois que c'est pas très populaire de dire qu'on a eu de la chance, tout ça, parce que c'est injuste, tout ça. Mais je pense que j'ai eu de la chance et je pense que j'ai provoqué ma chance. Parce que tout ce que je vous ai dit là, je vous ai pas raconté de tous les murs que j'ai pris dans la gueule. Je vous ai pas raconté de la souffrance que j'ai dû avoir avec moi-même, des nuits dans le noir que j'ai passées, du fait que j'ai sacrifié une partie de ma vie sociale pour mon développement personnel et pour aujourd'hui être heureux et sain. Par exemple, je me suis toujours dit depuis que je suis adolescent, je ne rentrerai pas dans un couple tant que je ne serai pas sain avec moi-même. Mon raisonnement était simple. C'est parce que quand je vois la plupart des gens qui ont 28, 30, 35 ans, ils sont rentrés dans des couples depuis leur adolescence, ils sont détruits, ils sont laminés et ils ont un poids, ils ont des blessures. Moi, c'est pas ce que je voulais déjà pour moi-même. Je voulais être sain et être en capacité de gérer mes blessures avant de rentrer dans un couple. Mais aussi parce que quand je vois les gens rentrer dans des couples, il se passe un truc, c'est que les gens font porter le poids de leurs blessures inconsciemment aux autres. Et moi, je pense que le jour où je vais aimer une femme, elle ne devra jamais porter le poids de mes blessures. C'est ma merde à moi et c'est pas sa merde à elle. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ce que je dis est sain, mais c'est pour ça que je me suis toujours interdit tout ça et je me suis toujours dit, tu vas travailler sur toi, tu vas fermer ta gueule pendant des années et quand tu te sentiras plus sain, là, tu t'ouvriras peut-être à cette idée. Aujourd'hui, je m'ouvre à cette idée parce que je pense que je suis beaucoup plus sain et beaucoup plus apte et beaucoup plus mature aujourd'hui à si ça devait arriver. Mais c'est juste pour vous donner un exemple de choses que j'ai dû sacrifier. Il n'y a pas de regret à les avoir sacrifiées. Aujourd'hui, quand je me vois moi et quand je vois la plupart des gens, je me dis heureusement que j'ai fait ce parcours. Encore une fois, peut-être que c'est l'arrogance, mais pour moi, c'est plus reconnaître le chemin. Bref, encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette digression-là, mais c'est juste aussi pour vous faire comprendre que c'est réalisable pour vous avec votre niveau, avec votre chemin. On ne tend pas tous à la même chose. Ouais, moi, plus je grandis, plus je tends à une vie simple. Plus je tends à une vie chiante, littéralement. Peu importe ce que les gens vont dire de moi. À une vie minimaliste. Et je pense que ma vie aura déjà été pas mal. Donc voilà pour vous. Vous connaissez plus ou moins toute ma vie, toute mon histoire dans les grandes lignes. Si vous vous retrouvez, un commentaire, un like, un abonnement. Bref, je fais la manche youtubienne comme en habitude. Si vous avez envie de me poser des questions, si vous avez des idées de vidéos, encore une fois, ça c'est une idée de vidéo qu'on m'a posée, je la fais. N'hésitez pas et puis prenez infiniment soin de vous. Vraiment, infiniment, on le dira jamais assez.